Voilà, mais en attendant, puisque vous m'entendez plus, je vais peut-être un petit peu me présenter le groupe auquel j'appartiens, le groupe d'histoire des zones humides. Donc, si effectivement nous venons de fêter, parce que c'était hier les 50 ans de la signature de la convention de Ramsar, ben, le groupe d'histoire des zones humides, beaucoup plus modestement, va bientôt fêter ses 20 ans, puisqu'il a été créé par Jean-Michel Derex, qui n'est plus directement avec nous, par Corinne Beck, qui est vice-présidente, par Marie, qui est historienne de l'environnement, qui est médiéviste, par Marie-Christine Marinval, qui est archéologue, mais archéologue du vivant, qui est également vice-présidente, et par moi-même, qui suis président depuis 3-4 ans, sachant que la notion de présidence que nous avons les uns et les autres est un petit peu formelle, dans la mesure où c'est un peu à tour de rôle que l'un d'entre nous s'y colle et l'autre, celui qui s'en va, reste au bureau, devient vice-président. Et donc, on est un petit noyau de 7-8 personnes dans le bureau à être très actifs, un CA sur lequel on s'appuie beaucoup, qui est très présent dans les manifestations que nous organisons et notamment dans nos journées, dans les colloques, et que l'on sollicite ou pour des travaux scientifiques ou des travaux de relecture, etc. Quelle est l'originalité du groupe? L'originalité du groupe, c'est peut-être, et c'est relativement rare dans les groupes de recherche, de réunir à la fois des gestionnaires des milieux naturels ou des gens qui sont intéressés par les zones humides et des universitaires. Donc, il y a avec nous des représentants des réserves, des parcs naturels régionaux, quelques villes qui ont des zones humides importantes, et sinon beaucoup de particuliers qui ont des marais dans leur propriété ou des mares et qui sont intéressés. Donc, si vous voulez, il y a une dimension qui est très pratique. Et de l'autre côté, les universitaires, et c'est aussi, ou les chercheurs qui composent l'autre partie du groupe, ben, il n'y a pas de chapelle, il y a des historiens, des géographes, des archéologues, des juristes, des écologues, des sociologues, des archéologues. Donc, on est dans une approche qui est volontairement et résolument interdisciplinaire. Et nous sommes très attachés à ce double aspect de porter des regards différents sur les zones humides, mais de ne pas de les porter uniquement avec dans des sphères du savoir, de la recherche, mais aussi partager nos interrogations, nos questions avec les gestionnaires des milieux. Et quand je dis ça, on est également aussi pas du tout dans une démarche top-down. Je veux dire, c'est pas nous qui avions le savoir et qui allons le diffuser. Il y a énormément de questions de recherche, de difficultés qu'il y a à gérer, à comprendre, à percevoir les zones humides qui sont nées directement de la confrontation, des échanges que l'on peut avoir avec les gestionnaires. Donc voilà, le groupe, ça fait une vingtaine d'années qu'il existe. Chaque année, il organise un colloque et des journées. On a une publication, des publications qui sont finalement maintenant assez nombreuses, sur une vingtaine d'années, qui sont sur le site du groupe d'histoire des zones humides, qui est momentanément suspendu, puisqu'il y a eu un petit problème de paiement. Voilà, notre trésorier
n'est plus là, et le temps qu'on le remplace, il y a un chèque qui s'est perdu, mais l'affaire a été réglée, donc dans les jours qui viennent, vous devriez pouvoir retrouver l'ensemble de nos activités sur le site. Une question, est-ce que vous voyez le PowerPoint maintenant ou non? Non. Non, toujours pas, mais sinon tu peux laisser comme ça, Bertrand, c'est comme tu veux. Oui, bah attends, je vais essayer de faire autre chose. Et est-ce que là, vous le voyez maintenant? Puisque j'ai l'impression que c'est quand on le met en grand écran qu'il disparaît. Ouais. Bah, là, on le voit, mais c'est juste pas en grand écran. Mais, Oui, et si je l'agrandis davantage, est-ce que c'est mieux? Oui, voilà, oui, là, c'est mieux. Ok. Voilà, vous le voyez tous? Oui. Oui. C'est parfait. Et donc, alors, merci. Et bon, ça serait mieux en grand écran, mais voilà, Teams, c'est un peu inexplicable. Il y a des jours ça marche, des jours ça marche pas. Et visiblement, voilà, on est toujours un peu, et surtout dans ces moments difficiles, tributaires de la technique. Mais si vous le voyez tous, ça ira. Donc, dans ce cadre-là, ben, nous participons à, outre les manifestations que nous organisons, hein, et donc, on a organisé il y a pas très longtemps un colloque sur archéologie et zones humides qui avait lieu au Centre européen d'archéologie à Bibracte, dans le Massif central, dans le Morvan. Nous avions aussi organisé un colloque en Roumanie, auquel d'ailleurs Gwenaël Nino était, hein, à Tulcea, dans le delta du Danube, hein, autour de la nécessité de prendre en compte la dimension historique pour pouvoir gérer les zones humides. Et donc, je vous disais, outre les manifestations que nous organisons nous-mêmes, ben, nous avons également, nous participons assez fréquemment à des manifestations, à des colloques. Et dans ce cadre-là, on a été sollicité par la Société nationale de protection de la nature, hein, et par une autre association, hein, la HPNE, l'association sur l'histoire, hein, de la protection de la nature et de l'environnement, pour essayer de réfléchir un petit peu à voilà, quelle était l'histoire de cette protection de la nature, et nous avons proposé, hein, une réflexion autour de l'histoire de la protection des zones humides en France. Alors, et c'est pour pas totalement, hein, mais à peu près pour les 2/3, c'est de l'extrait de cette, voilà, c'est des extraits de cette conférence que j'ai pu donner fin septembre 2020, donc vous voyez, il y a 3-4 mois, aux Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, et j'ai complété par d'autres éléments pour faire le propos. C'est donc une communication qui s'inscrit à la fois dans Ramsar, hein, mais qui reprend, hein, une réflexion plus générale qui est menée au sein du groupe. Alors, cette réflexion, elle porte sur un constat qui est assez étonnant, qui est le fait que les zones humides, elles occupent, hein, ça a été notre posture de départ, elles occupent une place très originale dans l'histoire de la protection de la nature, hein, à la fois en France métropole et ultramarine, parce que si aujourd'hui, pratiquement protéger la nature, c'est protéger les zones humides, hein, puisque vous voyez dans le petit schéma en camembert qui est au bas de la diapositive, sur les 350 réserves naturelles nationales ou régionales qui existent fin 2019 en France, il y en a 242 qui accueillent des zones humides, et une bonne partie qui ont été créées justement parce qu'il y avait des zones humides. Donc vous voyez, ces zones humides, hein, ce sont un peu les championnes aujourd'hui de la protection de la nature, hein. Elles font l'objet d'une attention absolument extraordinaire, et qui renvoie depuis les années 70, outre la Convention de Ramsar en 1971, au fait qu'il y a eu des programmes de l'IUCN, hein, donc
je ne sais plus ce que veut dire I, oui, parce que c'est Union internationale, voilà, c'est le préfixe anglais, Union internationale de conservation de la nature. Il y a eu des programmes européens, il y a eu des programmes sur l'ensemble du bassin parisien. Il y a eu, dans le milieu des années 90, le lancement d'un grand plan national d'action pour les zones humides, avec des volets recherche, hein, et le lancement à la fin, au début des années 2000, des pôles relais, et il y a encore 6 pôles relais zones humides, hein, dont voilà, je ne vais pas vous les énumérer, mais vous les trouverez facilement sur le site. Donc, vous voyez aujourd'hui une attention qui est très particulière aux zones humides, une attention qui évidemment nous réjouit, hein, nous réjouit à nous d'abord le groupe d'histoire des zones humides et qui réjouit de tous les amoureux de la nature et en particulier des zones humides et qui est bien évidemment justifiée. Elle est justifiée parce que si on regarde, on raisonne uniquement en termes de biodiversité, ben on voit que cette richesse biologique, elle est formidable, hein. 20% de la flore d'intérêt patrimonial, la moitié des oiseaux en France, suivant les estimations, parce qu'on ne commençait pas exactement à définir une zone humide, donc du coup, ben la répartition, la cartographie des zones humides est un petit peu incertaine, mais en gros, il y a sur 1,5% de la superficie métropolitaine cette fois-ci, vous avez 20% de la flore d'intérêt national et la moitié des oiseaux. Si je prenais les amphibiens, ça serait pareil, hein, l'essentiel des amphibiens est évidemment, hein, qui vous savez sont tous protégés à part la grenouille verte. Hein. Donc voilà, donc sur une toute petite superficie, une richesse biologique formidable. Deuxième raison de les protéger, c'est que plus que tous les autres milieux français, ils ont subi des destructions considérables. Vous voyez, pratiquement 2/3 des zones humides ont disparu depuis le début du XXe siècle. Hein, et les chiffres, c'est pas moi qui les invente, hein, ils sont dans toute la littérature et je me suis appuyé là sur le dernier rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité qui a actualisé les données et sur des petits milieux sur lesquels j'ai travaillé, hein, 90% des mares et des petits marais ont été détruits en France depuis la Première Guerre mondiale. Et regardez sur cette carte, hein, qui est quelque part dans le Thymerais, c'est-à-dire entre Chartres et Dreux, aux confins de la Beauce et du Perche, ben, vous voyez en bleu clair, hein, il y avait toutes les mares, hein, il y avait une trentaine de mares en 1920. Aujourd'hui, il y en a 4, hein, et d'ailleurs, pour y être retourné récemment, il n'y en a plus que 4, il n'y en a plus que 2. Il n'y en a même plus 4, hein, il n'y en a plus que 2, les deux encore, hein, ayant été asséchés quand j'avais fait cette carte il y a quelques années. Alors, donc, si vous voulez, il ne s'agit pas, même si je vais avoir une posture un petit peu interrogative, il ne s'agit pas de critiquer le bien fondé de la protection des zones humides. Hein, on est ravis, hein, on est heureux qu'elle fasse l'objet d'une attention particulière. Par contre, hein, par-delà ces raisons écologiques objectives, on peut interroger le discours qui motive cet espoir de préservation et quelles sont les motivations politiques sous-jacentes. C'est-à-dire se demander pourquoi à un moment donné les zones humides ont été les championnes de la protection de la nature. Parce que même si nous sommes scientifiques, hein, on sait très bien que les arguments scientifiques sont souvent mis en avant ou viennent masquer d'autres éléments. Et on s'aperçoit qu'il y a à ce moment-là, dans les représentations, dans les motivations, ben, il y a d'autres arguments qui viennent. Très souvent, protéger une zone humide, ça serait essayer de restaurer un idéal perdu de nature naturelle, hein, qui aurait été souillé, qui aurait été abîmé par l'homme, mais que le génie écologique pourrait reconstituer. C'est parfois même, vous voyez, effacer le péché humain, relaisser la place à des milieux vierges, à des états de référence, hein, et la plupart des gestionnaires, notamment dans les réserves naturelles nationales, hein, sont à la recherche de cette nature vierge. Et de même que très souvent, hein, là je vous ai mis une photo de la mare à Goriot, hein, telle qu'on la voit du Terry, hein, vous savez, on est dans le bassin minier, telle qu'on peut la voir du Terry, qui est immédiatement à côté,
la région des Hauts-de-France a beaucoup mis en valeur les zones humides, hein, les a beaucoup protégées, mais non pas qu'elles ne soient pas intéressantes, hein, comme la mare à Gorio, mais pour essayer de refaire un peu du marketing territorial, si vous voulez, supprimer cette image noire de bassin minier, de misère, de région à crise, et lui substituer une image de région verte, de milieu extraordinaire, hein, et d'écologie. Alors, ce qui est d'autant plus marrant quand on fait ça, c'est que si on se fait au 19e siècle, c'est-à-dire à un moment où l'histoire de la protection se met en place, hein, et notamment avec des grands naturalistes, hein, qui petit à petit vont poser les jalons, les premières pierres de la protection de la nature. Et là, au 19e siècle, en gros, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les zones humides, non seulement c'est comme si elles n'existaient pas, c'est comme si les naturalistes, qui étaient pourtant des gens formidables, Buffon, Linné, Geoffroy de Saint-Hilaire, Jussieu, donc vous voyez, des gens qui ont fait la science, qui ont construit la science écologique, on les voit comme absolument incapables de dire que la zone humide est riche, tellement le poids négatif, hein, les perceptions au 19e siècle des zones humides étaient absolument négatives. Et regardez par exemple dans Buffon, hein, qui est quand même un des pères, un des pionniers de l'étude de la nature, hein, pas encore de sa protection, mais en tout cas de sa nature, hein, dans les œuvres complètes de l'histoire naturelle. Hein, regardez, hein, la nature brute est hideuse et mourante, hein, c'est moi seul qui peux la rendre agréable et vivante. Et il nous dit dans ce qui est la base, hein, de l'écologie, hein, vous voyez, des études naturalistes, il nous dit desséchons ces marais, animons ces eaux mortes, et bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar dans le crapaud composé son venin, nous verrons paraître la renoncule, le trèfle, les herbes douces et salutaires. Quelle est belle cette nature cultivée. Donc vous voyez, il y a autant à l'époque d'aujourd'hui, il y a une espèce d'engouement extraordinaire pour les zones humides, autant au 19e siècle, on est dans l'inverse. Et donc, du coup, quand on part de ce contraste, on peut interroger quelle est la perception des savants et se dire que la protection de la nature, elle s'insère dans un contexte historique, dans un contexte culturel qui est bien plus important que des arguments strictement écologiques ou strictement scientifiques. Et en cela, les zones humides, elles sont révélatrices des systèmes de représentation de la nature et de l'image linéaire de ces protecteurs. Et donc, c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous montrer. Et si on ose un petit peu, si on va un petit peu plus loin, on se demande finalement si l'eau dormante, hein, par sa puissance symbolique, par les fluctuations culturelles de cette même puissance, est-ce qu'elle ne guide pas plus sûrement que l'écologie la main des gestionnaires et des protecteurs de la nature? Donc, un petit topo en deux parties. D'abord, une partie qui est sur l'engouement contemporain pour la protection des zones humides, et ensuite une deuxième partie pour essayer de comprendre pourquoi, au 19e siècle, hein, les scientifiques extraordinaires sont passés à côté de ça. Donc là, c'est un travail, j'y vais très rapidement, mais je tiens à rendre à César ce qui leur appartient, ce d'autant plus que cette conférence est organisée par l'association des étudiants, hein, du master d'Angers. Donc, c'est un travail que j'ai réalisé avec les étudiants de la licence professionnelle de cartographie de l'université d'Orléans, qui est mon université. Et donc voilà, ils sont très doués en géomatique, hein, ces étudiants, et on a capté sur les différents sites les cartes, les tables attributaires des différentes réserves, hein, donc vous voyez, telles que vous pouvez les voir aujourd'hui, et on a rajouté des informations sur ça, puisque réserve naturelle par réserve naturelle, on a essayé de voir quels étaient les types des zones humides qui étaient mises en valeur, hein, qui étaient présentes
dans chacune de ces réserves naturelles, et de même qu'on a fait un tableau pour comprendre quelle était l'année. Ça nous a permis de déterminer quelles étaient les étapes historiques de la création des réserves, enfin des réserves naturelles principalement, mais aussi des zones centrales, des parcs nationaux et des réserves départementales, puis régionales. Et de même, hein, on a pu faire ce schéma, et celui-là n'est pas très heureux, je vous l'accorde, hein, il est un petit peu illisible, d'essayer de voir est-ce qu'il y avait des modes. Hein, est-ce qu'il y a des moments où on n'est pas plutôt en train de protéger les tourbières, hein, d'autres moments où on est plutôt en train de protéger les mares et les étangs, hein, et on s'aperçoit effectivement que même dans cette protection des zones humides, hein, qui, voilà, d'une manière générale, on vient de voir que c'est la mode, hein, notamment depuis la fin des années 70, mais qu'au sein de cette mode des zones humides, il y a des modes de protéger les mares, après protéger les tourbières, protéger les étangs, hein, et le fait même qu'il y ait des phénomènes de mode, hein, interroge, hein, sur les raisons qui nous amènent à faire ça. Alors là, je suis désolé, hein, puisqu'il faudrait que la carte soit en plein écran, puisqu'on a fait une animation, et vous aviez une animation qui montrait de 1912 jusqu'à aujourd'hui comment, vous voyez, les points apparaissaient les uns à partir des autres, hein, et ça permettait de voir que jusqu'aux années 1970, pratiquement les zones humides ne sont pas protégées, et qu'ensuite vous avez une véritable explosion, hein, de la protection des zones humides à partir de la fin des années 70. Et on avait fait ces mêmes cartes animées, hein, en Martinique, dans les espaces ultramarins, donc en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, et également en Guyane. Alors, un autre schéma, vous arrivez à suivre même quand je change rapidement les diapositives, ou... On arrive à suivre, pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Donc là, on arrive à une autre diapositive, hein, qui est quelle est la part relative des différents types de zones humides dans les espaces protégés, hein, et on voit que, regardez, les mangroves, hein, sont plutôt sous-représentés, et aujourd'hui, par contre, hein, les mangroves font l'objet d'une attention qui est particulière, et les dernières créations d'espaces protégés, hein, sont plutôt dans l'ultramarin, qui est en train d'un peu, et à juste titre, de récupérer son retard, et de même que voilà, l'on peut voir que pendant très longtemps, les espaces littoraux ont été un petit peu négligés, hein. Regardez la slick et le shore, hein, qui forment les deux parties de l'estran, hein, en particulier dans les zones d'estuaire, hein, sur des littoraux bas avec des marées accentuées, hein, eux aussi sont un petit peu les parents pauvres, alors que par contre, hein, regardez les tourbières, hein, et à juste titre, hein, voilà, moi j'ai fait ma thèse sur les tourbières, hein, c'est des milieux que j'aime beaucoup, que je défends, mais incontestablement, hein, elles font l'objet d'une attention qui est très très forte. Elles ont été d'abord très très bien protégées, mises en valeur, hein, par des réseaux dont le pôle relais Tourbière, hein, qui est animé par Francis Muller, hein, qui a fait une formidable action de lobbying, et qui a marché parce que ce sont des milieux qui sont protégés. Alors, dans ce tableau que vous voyez ici, c'est toujours d'autres traitements graphiques, hein, de la base de données que l'on a pu monter. Vous voyez apparaître que jusqu'aux années 70, hein, il y a la protection de la nature, elle est relativement faible, qu'il y a eu une explosion de la protection des zones naturelles et des zones humides à partir de 1970, que voilà, c'est très fort au début des années 90, ça baisse au début des années 2000, elles reviennent à la mode dans les années 2008, 2010, 2013, qu'il y a une chute importante. Hein, voilà des phénomènes de vagues, hein, pour reprendre un terme, hein, qui est lié à l'eau. Et
et à l'intérieur de ça, vous voyez un petit peu des modes, hein, des moments où les tourbières vont être survalorisées. Il va y avoir beaucoup de mouvements de création de tourbières. À d'autres moments, hein, ce sont plutôt les cours d'eau et les vallées alluviales qui vont faire l'objet de cette attention. Donc, vous voyez quelque chose qui n'est pas linéaire, hein, et ces phénomènes de mode, hein, qui apparaissent sur ces écrans-là, hein, où on a vu période par période, ben, on voit que les petits histogrammes, hein, ne sont pas au même niveau. Et donc, ceci nous conduit, hein, à mettre, hein, la protection de la nature en perspective avec d'autres éléments. Et regardez, quand on fait ce tableau où on regarde la part des réserves naturelles en France en pourcentage et la part de la superficie de ces régions par rapport à la France, hein, regardez les Hauts-de-France, on voit que les Hauts-de-France ont tendance à surprotéger leur zone humide, hein, et tant mieux, hein, je veux dire, on en est ravis, parce que alors qu'elle ne représente que 4,8% pardon, de la superficie des zones humides en France, elle représente, hein, 12%, hein, de la part des, donc vous voyez, presque 3 fois plus, hein, de la part des réserves naturelles par rapport à la France. Et ça a été là l'objet, ben, d'une, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'une active, la réponse elle est politique, hein. Marie-Christine Blandin arrive dans les années 90, dans les années 80, je crois que c'était fin des années 80, début des années 90, hein, c'est la première fois qu'une femme est présidente d'une région, et d'une femme aussi qui est verte, hein, elle appartenait au mouvement écologiste, hein, c'était le premier accord qu'il y a eu entre le Parti socialiste et les mouvements des Verts. Elle arrive à la tête de la région, elle arrive dans une région qui est en crise, hein, qui est dans une grave crise sociale et industrielle. Toute la sidérurgie est en train de fermer, les derniers puits de mines sont en train de fermer. Donc voilà, on est dans une France qui est connotée de misère, d'échec, de pollution des sols. Et d'une manière très active, très volontaire sur un plan politique, elle essaie de reconstruire une image très positive du Nord, hein, image qui est également relayée, hein, les Hauts-de-France ont financé par exemple les films d'Andy Boom, hein, comme les Ch'tis, hein, en disant ben voilà, d'un côté c'est des gens qui sont formidables sur un plan de l'accueil, et de l'autre côté il y a des milieux naturels extraordinaires, et la région va financer, promouvoir, appuyer tous les projets de création de réserves. Alors, je ne suis pas en train de vous le dire que ça ne le mérite pas, il y a des critères objectifs pour pouvoir créer une réserve en France, mais c'est essentiellement une région politique qui explique la très forte présence des réserves naturelles liées aux zones humides en Hauts-de-France. Si vous prenez par exemple une région comme comme la Nouvelle-Aquitaine, mais je pensais aux anciennes régions comme le Limousin, ben, vous avez là de très très belles zones humides, et des zones humides qui sont pratiquement pas protégées parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique pour le faire. Regardez à contrario l'ultramarin, mais c'est un peu en train de changer, une part très importante des zones humides, hein, par rapport à la superficie de la France, mais très peu d'entre elles qui sont protégées, hein, donc un retard que l'ultramarin a dans la protection de la nature. Ah oui, c'est ce que montre aussi ce schéma, hein, quand on essaie de mettre, hein, vous voyez quelle est la part, quand on essaie de mettre en graphique ce que je viens de vous faire, hein, ben, on voit que de temps en temps, de l'ultramarin, beaucoup de zones humides, peu de zones humides protégées, alors que si on prend les Hauts-de-France, hein, peu de zones humides, mais une grande partie d'entre elles qui vont être protégées. Donc, des raisons qui sont politiques, hein, et qui échappent d'une certaine manière à un jugement qui pourrait être, enfin, à des critères qui soient purement scientifiques. Et donc, ça interroge, hein, ces deux éléments que je viens de vous montrer. Aujourd'hui, ce mouvement, hein, qui est en faveur des zones humides, ben, il est lié
à ces deux, il est lié à des volontés politiques, hein, et il est lié plus généralement au fait que les zones humides sont perçues aujourd'hui, largement à tort d'ailleurs, hein, mais comme des milieux plus naturels que les autres, des milieux qui auraient été moins touchés par l'homme, et des milieux dans lesquels, ben, vous voyez, en les protégeant, les hommes sont en train de se reconstruire un peu une virginité, de restaurer une nature qui est vierge, hein, etc. Et c'est par ce double mouvement, à la fois un petit peu symbolique et politique, hein, avec évidemment des critères scientifiques, hein, j'en suis un, je ne lis pas, mais qui explique, hein, ce formidable engouement pour les zones humides. Alors, c'est un petit peu l'inverse qu'il y a au XIXe siècle, hein, puisque ce qui est quand même très étonnant quand on regarde les travaux des savants naturalistes des Lumières, hein, donc des années 1780 jusqu'à la Première Guerre mondiale, ben, on voit que beaucoup de naturalistes, hein, on a leur carnet, hein, on connaît leurs inventaires floristiques, hein, et on voit que sur leur carnet, ben, le nombre d'espèces, hein, est beaucoup plus important que dans les autres milieux, forestiers ou montagnards ou prairiaux secs. On voit que dans leur carnet, ben, ils ont marqué noir sur blanc que beaucoup d'espèces sont, alors elles n'étaient pas encore protégées, il n'y avait pas encore des listes d'espèces protégées, mais dans leurs commentaires, on voit que cette espèce est très rare, on ne la voit pas beaucoup, elle est quand même un petit peu extraordinaire. Et le milieu du XIXe siècle est tellement hostile aux zones humides qui sont d'une certaine manière, les zones humides deviennent une espèce d'impensé et qu'ils n'ont pas la possibilité, si vous voulez, tant la pensée XIXième est contre les zones humides, contre les miasmes, contre les odeurs délétères, qu'ils sont même incapables de conclure à partir de leur propre observation qu'on est devant des milieux qui sont extraordinaires. Et vous voyez donc l'hypothèse, hein, qui est, vous voyez, un petit peu inverse, hein, à celle que l'on a déployée dans notre période contemporaine, c'est qu'il y a une espèce d'impossibilité de penser le Marais de manière objective, hein, et parce que ben, ces pionniers de la protection de la nature, Labarque, Geoffroy Saint-Hilaire, Jussieu, Buffon, un petit peu plus anciennement, ou même Élisée Reclus, hein, Élisée Reclus, géographe, anarchiste, mais qui est considéré comme un des pionniers, qui s'engage beaucoup plus tôt que les autres dans la protection de la nature, hein, qui construit un discours écologique, et même lui, hein, est totalement imprégné par cette pensée anti-paludéenne, anti-zone humide, hein, du XIXe siècle. Je vous ai mis, hein, quelques sites, on va les revoir, hein. Vous voyez, même les hommes, hein, qui vivent là ne peuvent être que des sous-hommes, hein, vous voyez, ces hommes déshérités par la nature n'ont jamais senti que le poids de la vie, la funeste influence de l'air dans laquelle ils végètent, hein, et de leurs habitudes physiques et morales est imprimé fortement sur leurs traits. Donc, moi, là, je suis en train de vous parler, j'habite en Sologne, hein, donc c'est une région voilà, humide que j'ai un peu étudiée dans cette perspective. Et vous avez des textes absolument invraisemblables, hein, du XIXe siècle, hein, des années 1820, 1830, jusqu'à l'arrivée de Napoléon III, et qui décrivent les Soloniaux. Et dans la description, on voit que les Soloniaux, ben, ils sont petits, ils ont le teint safrané, jaune, ils marchent toujours courbés. Tout ça à cause évidemment des odeurs pestilentielles, des miasmes, des zones humides, hein, qui sont liées à la géologie et à l'hydrologie soloniote. Mais plus que cette faible complexion, hein, pour reprendre un terme du XIXe siècle, ils sont aussi fainéants, menteurs, mauvais maris, mauvais croyants, à la moralité très douteuse. Hein, il y a des textes qui montrent que, par exemple, les cousines et les cousins, les frères et les sœurs, quand ils gardent les moutons dans les brumes, hein, ben, tout d'un coup, voilà,
hein, ils vont s'accoupler, ils vont avoir, vous voyez, il n'y a plus aucune morale. Hein, et il y a George Sand, à un moment, une très belle expression, hein, elle dit une espèce de marasme moral dans laquelle est la population, hein, du fait de la présence des zones humides. Oui, et c'est tellement fort, cette idée, ça traverse tellement tout le siècle, que les scientifiques, qui sont des hommes de leur siècle, ben, ils ne peuvent pas, hein, ils passent à côté. Alors, par exemple, hein, je vous ai mis des extraits pour vous le montrer, Élisée Reclus, hein, qui est quand même, je vous l'ai dit, le père de l'écologie, en particulier de l'écologie militante, hein, dans son ouvrage La Terre, l'océan, l'atmosphère, la vie de 1881, on peut lire, hein, l'action de l'homme si puissante pour dessécher les marécages et les lacs, pour niveler les obstacles entre les différents pays, pour modifier la répartition première des espèces végétales et animales, et par cela d'une importance décisive dans les transformations que subit l'aspect extérieur de la planète. Hein, et donc, elle peut embellir la Terre, mais elle peut aussi l'enlaidir. Et vous voyez, ce qui est assez étonnant dans la plume et dans la pensée d'Élisée Reclus, c'est qu'il dit très clairement que dessécher les marais et les lacs, c'est embellir la Terre. Et on sait, hein, il y a beaucoup d'ouvrages le montrent, hein, je pense à ceux du comte de Dienne, mais il y a une quinzaine d'ouvrages, hein, qui font le point sur le dessèchement des marais. On sait que les marais, les zones humides françaises ont perdu à peu près la moitié de leur superficie au XIXe siècle. Hein, oui, dans un autre texte, hein, très connu d'Élisée Reclus, Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes, hein, encore une fois, je vous le cite, hein, les marais et les boues des Flandres transformés par le drainage en campagne d'une exubérante fertilité, l'accro pierreuse se changeant grâce au canaux d'irrigation en une prairie magnifique, les tourbières rougeâtres de l'Irlande remplacées par des forêts de mélèzes, de cèdres, de sapins argentés, ne sont-ce pas là d'admirables exemples de ce pouvoir qu'a l'agriculteur d'exploiter la terre à son profit tout en la rendant plus belle. Vous voyez donc finalement une glorification de la destruction des zones humides, et une glorification qui est d'autant plus étonnante qu'elle émane du père d'un des pionniers de l'écologie militante, et qui dans tous ses ouvrages, et dans les mêmes ouvrages et en particulier dans celui-là, hurle dès qu'on coupe un arbre, dès qu'on s'en prend un petit peu à la nature. Alors, cette pensée à l'UDN, pourquoi il y a une pensée si forte au XIXe siècle anti les zones humides, ben, c'est une convergence de facteurs. D'abord, il y a les idées des physiocrates. Hein. Les physiocrates, c'est un mouvement qui naît dans les Lumières, qui est dirigé par l'abbaye du Quesnay, et qui pense que la richesse de la France, c'est l'agriculture. Et donc, qui considère comme nuisibles, néfastes, et donc devant être supprimées, toutes les terres qui ne peuvent pas porter du blé. Et donc, il y a un discours, hein, très, très violent que les physiocrates vont avoir contre les zones humides. Hein, vous voyez ici dans cette diapositive le François Quesnay, hein, qui est fondateur de cette école, hein, et dans ces extraits, hein, donc c'est une école qui naît à la fin des années 1750, hein, qui est au temps des Lumières, hein, qui précède la Révolution française, et on voit, hein, dans un de ses ouvrages, hein, que il dit que, vous voyez, telles sont les dépenses en dessèchement des marais, hein, en extirpation des bois nuisibles, hein, et il montre que voilà, si on peut assécher les marais, on fera œuvre, hein, ça permettra de remettre l'idéal économique français. Alors, des textes dans ce sens-là, le 19e siècle a des pleins. Hein. Toutes les zones humides ont fait l'objet, de la part des sociétés savantes qui étaient proches ou de l'Académie des sciences, de discours extrêmement violents. Hein. Vous voyez, on parle de conquête sur le néant. Hein. Vous voyez, il y a, à propos toujours de la Sologne, hein, il y a le ministre de l'Agriculture en 1830, hein, qui dit que la Sologne n'appartient pas à la France tellement elle est malsaine. Hein, vous voyez, et que donc, si on pouvait, ce que fera Napoléon III, si on pouvait la drainer, tout d'un coup,
elle serait digne de réintégrer l'espace national. Pareil pour le préfet de Beaucy en 1801, hein, pour la Dombes, pour Brémontier en 1845. Hein, les marais sont du domaine de l'insalubrité, méfaits de l'humide, de l'inondable, du marécageux, hein, dégénérescence de leurs habitants est dénoncée. Donc, vous avez dans le PowerPoint, hein, qui je pense sera mis en ligne, hein, c'est du moins ce que m'avaient dit Marianne et Gwenaël sur le site de Pégase, hein, vous avez de nombreux exemples, hein, de ces extraits, hein, que l'on peut voir dans Michelet, qu'on peut voir dans les traités d'économie rurale, hein, qui montrent le poids très très important. Il y a une idée qui traverse tout le 19e siècle, hein, c'est que, qui est aussi un siècle, hein, dans lequel la population de la France connaît une augmentation formidable, hein, puisqu'on est dans la phase 2 de la transition démographique, hein, effondrement de la mortalité et maintien d'une très forte natalité. Et c'est vrai qu'il y a une question essentielle qui est nourrir les habitants. Et donc, dans cette recherche, dans cette peur de ne pas avoir suffisamment de terre à blé pour faire du pain et pour nourrir les habitants, voilà, toutes les eaux stagnantes, hein, sont considérées comme devant être asséchées pour être remplacées par des terres à blé. Le deuxième grand mouvement qui explique le 19e siècle, hein, et cette mauvaise perception des zones humides au 19e siècle, c'est l'influence des hygiénistes. Et dans les hygiénistes, dans les médecins qui sont très représentés dans les élus, dans les assemblées régionales, dans les ministères, dans les grands corps de l'État. Il y a vraiment une figure, hein, qui est le médecin homme politique, à quelque niveau que ce soit. Et donc, il y a là aussi beaucoup de travaux, hein, je vous ai mis cette histoire médicale des marais et des eaux stagnantes, et il y a une conception très forte, notamment autour du paludisme, hein, qui, vous savez, sera découvert par Payran en 1905, mais l'idée, c'était que c'était les miasmes, hein, donc que les maladies, les fièvres, hein, mais fièvre, le paludisme, mais aussi la typhoïde, que l'ensemble des fièvres qui s'appelaient double, tierce ou quarte, pour reprendre, hein, la terminologie de l'époque, que toutes ces maladies ces fièvres intermittentes, étaient transmises par les émanations marécageuses, hein, qu'elles se transmettaient par l'air humide. Il y a une expression que l'on revoit beaucoup dans ces textes, hein, quand on parle des zones humides, on parle des eaux corrompues. Hein, vous voyez, c'est souvent et c'est très fort cette notion de corruption, hein, vous voyez, qu'il y a derrière. Alors, cette idée de corruption, on la trouve aussi dans l'Église. Alors, là, c'est assez marrant cette histoire d'Église, parce que dans un premier temps, à la Révolution française, comme dans la confiscation des biens du clergé, on va leur confisquer les biens, et il va y avoir un édit qui demande l'assèchement de toutes les zones humides, et notamment de tous les étangs. Pourquoi ? Parce que pendant le carême et tous les vendredis, il y avait une interdiction de manger de la viande, et le clergé était à la tête d'un patrimoine piscicole, enfin d'étangs et piscicole extrêmement importante. Donc l'influence de l'Église, elle diminue, hein, elle est violemment attaquée pendant la Révolution française. Dans les années 1820, 1830, 1840, il y a l'Église catholique est relativement peu présente, en particulier dans les campagnes, mais il va y avoir, avec la Restauration et surtout pendant Napoléon III va s'appuyer sur l'Église, et notamment Félix Dupanloup, hein, qui est, vous savez, l'auteur de la fameuse chanson Paillarde, enfin pas l'auteur, hein, pardonnez-moi, je dis n'importe quoi, je suis quasiment blasphémateur, hein, mais il y a une chanson paillarde, hein, qui se moque de Félix Dupanloup, qui était évêque d'Orléans, qui est député du Loiret, qui est sénateur et qui est à la tête, hein, du parti religieux à l'Assemblée nationale.
Et l'Église, elle va, dans la deuxième partie du XIXe siècle, elle va dire que les zones humides sont les lieux du diable, des sorcières, du mal, oui, du mal, de la perte de la moralité. Et donc, elle va construire un discours très violent contre les zones humides, en même temps qu'elle met en place la figure de la sainte des marais, telle qu'on peut voir dans les grandes zones humides. Et donc, il va y avoir, au moment où la société redevient très très catholique, très bigote, sous Napoléon III et jusqu'en 1905, qui signe la séparation entre l'Église et l'État, on a un discours très violent de l'Église catholique contre les zones humides. Autre discours aussi, c'est le poids du politique, notamment sous le Second Empire. Il y a une compétition qui s'organise, qui va déboucher en 1871 sur cette espèce de guerre un peu inexplicable qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne. Mais on est dans un moment où les pays où il y a un nationalisme qui s'est mis en place, où chaque pays est en train de compter ses forces, et une des forces, c'est l'accumulation, disant mon pays est plus riche que le tien, il y a plus d'espèces naturelles, plus de flore, plus de faune, et dans ce concours-là, sachant que les zones humides sont perçues négativement, on a tendance à vouloir aussi les supprimer. Et ce qui est assez étonnant à ce moment-là, c'est que les zones humides n'échappent pas à cet inventaire, qui a une très grande liste d'espèces de plantes, d'animaux qui vont être produites. Mais vous voyez, les scientifiques sont tellement les femmes et les hommes de leur siècle, que finalement, ils sont incapables d'essayer d'en voir les richesses, alors que quand on reprend leurs inventaires aujourd'hui, on voit qu'effectivement, ils avaient tous les éléments scientifiques pour voir à quel point elles étaient importantes. Donc, voyez l'idée, j'ai quasiment fini mon propos, mais vous comprenez l'idée, c'est que finalement, même si on part des zones humides qui nous sont chères, même si l'on constate, qu'on a des preuves scientifiques que ces zones humides sont effectivement riches, qu'elles sont effectivement menacées, mais elles étaient tout aussi riches, et sans doute même plus riches au XIXe siècle aujourd'hui, encore plus menacées au XIXe siècle qu'elles le sont aujourd'hui. Mais il y a le poids de la culture, des perceptions, des représentations est tellement important qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de mood qui tend à leur prêter des vertus naturelles absolument extraordinaires qu'elles n'ont pas, parce que ce ne sont pas des espaces vierges, parce que les zones humides, plus que toutes les autres milieux naturels français, ont été construits par les femmes et par les hommes, et ce depuis le néolithique, alors qu'au XIXe siècle, c'était l'inverse. Les idées dominantes, le physiocratisme, l'hygiénisme, la religion, le discours politique faisaient qu'on était totalement incapable de les penser. Alors, comment s'est fait le lien maintenant de l'un à l'autre? Il se fait un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale et un petit peu après. Et il se fait beaucoup par le castor que je vous ai mis ici, puisqu'il y a tout d'un coup un intérêt qui est assez fort pour les espèces animales et des espèces animales qui sont emblématiques, comme le castor. Mais rapidement, on s'aperçoit que si on veut protéger le castor, il faut aussi protéger l'habitat du castor. Et donc, il va y avoir un glissement qui commence un peu avant la Première Guerre mondiale, mais qui est surtout important durant l'entre-deux-guerres. Il y a un glissement dans la conception de la protection de la nature, de l'espèce à l'habitat, et c'est ainsi que, petit à petit, on en arrive à protéger les zones humides. Donc, vous voyez, en conclusion,
Oui, il y a des arguments scientifiques pour protéger la nature, hein, mais les scientifiques, hein, voilà, les politiques qui décident, ce sont avant tout des femmes et des hommes de leur temps. Et dès lors que ce sont des hommes et des femmes de leur temps, il faut, vous voyez, on est amené à intégrer quelles sont les cultures, hein, de ces différents temps. Et j'ai comparé là le début du XXIe siècle, enfin fin XXe, début XXIe, avec le XIXe siècle, hein, pour comprendre, hein, les rapports entre l'homme et la nature, y compris par la protection, ben, il faut avoir une idée, il faut faire de l'histoire, hein, de la géohistoire des zones humides pour mieux comprendre. Un de, pardonnez-moi de bafouiller, une de nos tâches principales, hein, qui est pas toujours très facile, hein, des travaux qu'on a avec les protecteurs de la nature, c'est de leur faire comprendre que la nature qu'ils protègent aujourd'hui est une nature qui a été construite par l'homme, hein, qu'il ne faut pas y rechercher des états de référence, une espèce de nature, hein, de nature vierge, et que l'objectif, ce n'est pas un état de référence, hein, c'est que c'est une espèce de vision qui est fantasmée, qui est sublimée, hein, mais qu'au contraire, il faut rechercher une bonne qualité de dialogue entre l'homme et la nature, et s'intéresser d'une part à l'histoire, hein, parce que c'est l'histoire qui a produit la richesse des zones humides aujourd'hui, mais aussi s'intéresser à l'histoire, parce que c'est l'histoire qui, très largement, détermine les perceptions et les représentations des milieux. Voilà, je vous remercie. J'ai peut-être un tout petit peu dépassé le temps qui m'était octroyé. Je suis évidemment à votre écoute, hein, si vous avez des questions à me poser. Et je remets ma caméra, hein, et vous voyez, j'ai choisi comme fond d'écran, hein, un lac qui est, enfin, c'est pas tout à fait un lac, hein, qui est sur l'Isère, hein, au sud de Chambéry, hein, qui est un petit lac, hein, qui est une dérivation, hein, de l'Isère. Merci beaucoup Bertrand en tout cas pour la présentation. Bah, de rien, c'était avec plaisir. Si vous, les uns et les autres, avez des questions, n'hésitez pas, hein. La première est toujours la plus difficile à poser traditionnellement. Du coup, je crois qu'il y a quelqu'un qui demande si l'image des zones humides aujourd'hui, elle reste toujours négative due aux clichés que tu nous as cités, ou est-ce qu'il y a un changement de mentalité ou pas? Elle est très positive dans la part des protecteurs de la nature et d'une certaine manière dans les gens qui aiment bien l'environnement, mais dans les milieux agricoles, elle est toujours négative. Et par exemple, en 2018, le ministère de l'Agriculture a sorti une carte de la France métropolitaine, et dans cette carte, hein, il y a marqué les zones inutiles à intégrer, et dans les zones inutiles, il y a la plupart des zones humides françaises. Hein, c'est-à-dire que pour les agriculteurs, ben, l'objectif, c'est toujours un objectif d'assèchement. D'accord, oui, donc ça dépend. Hein, voilà. Et de même que quand on regarde de près dans certaines... si beaucoup de villes aujourd'hui sont en train de restaurer des zones humides, ils préfèrent les petites rivières, les petits canaux, les choses bien propres, mais un marais au milieu ou une mare qui ne serait pas curée, ils ont plus de mal parce que ça fait sale, quoi. D'accord. Hein, donc, voilà, il y a du mieux, mais l'engouement n'est quand même pas partagé par tous les acteurs de l'aménagement du territoire en France. D'accord, bon. J'espère que cette réponse aura été constructive pour la personne. Hop. Est-ce que du coup d'autres personnes auraient potentiellement des questions à poser? D'accord, il n'y a pas possibilité qu'elles activent leur micro, là, comme on n'est pas très très nombreux? C'est Marine qui a le contrôle. Il y a le contrôle, mais normalement, là, il y a personne. Bah, là, ils peuvent l'activer automatiquement s'ils veulent. Normalement. D'accord, donc si vous le souhaitez, les uns les autres, hein, prenez la parole directement par le micro. Peut-être
peut-être que on peut se demander qu'est-ce que tu as fait précédemment. Voilà, je vois Eddy Ah oui, vas-y. VG qui... Voilà, donc nous vous écoutons, Eddy. Oui, vous m'entendez bien? Très Pas de parfaitement. problème. Oui. Je me posais la question suivante. Comme vous avez expliqué, comme on voit comment les pionniers, en fait, au niveau écologique et protection, étaient plus ou moins endoctrinés par cette mauvaise vision des zones humides. Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que nous aussi, on n'est pas en fait sous une illusion concernant certaines choses et que, par exemple, dans 20 ou 30 ans, quand les prochains experts regarderont l'histoire, et ils nous prendront pour des rigolos parce que nous aussi, on avait des croyances qui étaient complètement farfelues. Comment est-ce qu'on peut essayer de se rendre compte de ça? Mais je suis pleinement d'accord avec vous. Moi, je veux dire, j'aime les zones humides, j'ai passé ma vie à les défendre, hein, mais je suis persuadé qu'on est totalement doctriné en ce moment. Quand on voit, moi je travaille beaucoup avec les conservatoires des sites, hein, avec les gestionnaires de réserves naturelles, et donc ce sont souvent des gens qui sont techniciens, qui sont de très bons techniciens dans la maîtrise des processus écologiques, etc., mais qui n'ont jamais eu de formation en sciences humaines et en particulier en histoire, et qui sont toujours à la recherche, vous voyez, d'une espèce de paradis perdu, d'Éden. Ceux qui veulent, hein, quand on leur demande mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cette zone humide, ils disent on veut la rendre naturelle, hein, alors que chez nous une nature naturelle ça n'existe pas, hein, je veux dire nature naturelle ça ne veut pas dire qu'elle soit pas riche, hein, au contraire, hein, mais une nature naturelle, vous voyez, vierge que l'homme n'aurait jamais touchée, c'est une espèce de quête qui est une quête contemporaine qui aujourd'hui se fixe et que l'on comprend bien, hein, qui est, vous voyez, qui se lie à rebours de l'effondrement de la biodiversité, du changement climatique, etc. Et il y a une espèce de quête d'une nature naturelle qui se fixe beaucoup, qui se porte beaucoup sur les zones humides, hein, parce que voilà, comme ce sont les écosystèmes, hein, qui ont les processus biophysiques les plus rapides et qui sont les objets les plus mobiles, effectivement, la nature est en marche, hein. Mais cette nature en marche, souvent, elle est très récente. Et les zones humides, par exemple, il y a les travaux de mes collègues Hervé Cubizol, Frédéric Trémant, hein, qui sont à Clermont-Ferrand et à Saint-Étienne, qui montrent qu'une bonne partie des tourbières de France ont été créées dès le néolithique et que les hommes étaient présents avant que les tourbières arrivent et que ce sont les hommes du néolithique qui, en détournant des canaux, en mettant des barrages sur des petits fossés, ont créé les tourbières. Hein, vous voyez, là, beaucoup de tourbières de France, qui sont des milieux extraordinaires, les tourbières acides, à Drosera, hein, il y a des cortèges floristiques et faunistiques invraisemblables, mais les hommes ont existé avant les tourbières et c'est souvent ces premiers hommes au néolithique, hein, au réchauffement climatique, qui ont créé ces tourbières. Donc vous voyez, rechercher une espèce de nature avant l'homme, de nature vierge qui n'aurait jamais été souillée, c'est un contresens totalement absolu. Hein, et cette pensée-là, ce que vous appelez votre endoctrinement, je veux dire, cette conception d'une nature vierge qui est autour des zones humides, oui, elle est scientifiquement, elle tient absolument pas la route. Hein, et elle fait partie de nos idées de l'époque, de même à rebours qu'au XIXe siècle, hein, les scientifiques étaient incapables de voir l'intérêt biologique des zones humides, tellement le discours ambiant leur disait qu'elles étaient absolument épouvantables. D'autres questions? Merci. Alors, du coup, il y a une autre question, Bertrand, sur le tweetback. On nous demande si cette vision que tu nous as présentée, est-ce qu'elle est commune en France, en Europe ou dans le monde, en fait? Est-ce que c'est une vision plutôt française des zones humides négatives ou est-ce que dans d'autres pays dans le monde, il y a d'autres visions? Oui, il y a d'autres visions. Alors déjà, moi j'ai beaucoup travaillé avec un de mes collègues, Étienne Grésillon, qui est à l'université Paris Diderot. On travaille sur les relations entre écologie et religion et sur la perception des milieux de nature
dans la Bible, en particulier donc dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et donc, on a passé la Bible avec différents logiciels d'analyse textuelle, et en particulier Iramutech, qui est assez puissant. Et on voit que dans la Bible, il y a 688 références au milieu anneau dans la Bible. C'est les statistiques qui l'ont dit. On rentre, on sort. Je vois que tu es ne crois pas que je sois un lecteur acharné de la Bible, Gwen. Je l'ai lu parce que voilà, c'était le référent sur lequel on travaillait. Mais sur ces 688 références, elles sont partagées en deux. Donc, il y a les eaux qui vont être courantes et qui vont être associées à la douceur, à la pureté, au baptême, au calme, à la fraîcheur, à la bonté. Et de l'autre côté, il y a les eaux stagnantes qui vont être associées au mal, au mensonge, à Satan, à tous les méfaits possibles et inimaginables. C'est-à-dire que cette image des zones humides mauvaises, elle est dans le texte fondateur de la culture judéo-chrétienne. Et également dans le Coran, puisque vous savez que le Coran prolonge, le Coran c'est le tome 3, tome 1 la Torah, tome 2 le Nouveau Testament, donc les évangiles, et tome 3 le Coran. Jésus est un des prophètes du Coran et c'est l'ange Gabriel qui annonce à Mahomet qu'il est envoyé par Dieu pour continuer. Et donc, ce qu'on appelle dans les trois religions du livre, il y a une vision qui est relativement négative des zones humides. Et l'hypothèse que j'ai, qui est maintenant globalement partagée, c'est que cette création d'une image négative des zones humides, elle est dans le texte fondateur, que l'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, qu'on ait lu la Bible ou qu'on ne l'ait jamais lu, mais qu'elle est dans le texte fondateur de la civilisation judéo-chrétienne. Alors qu'au contraire, dans les civilisations asiatiques, qui sont beaucoup plus cosmiques et dans lesquelles chacun se réincarne, dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, il n'y a pas du tout cette opposition homme-nature, et les zones humides sont le fervent, c'est la civilisation du riz. Une rizière irriguée, qu'est-ce que c'est? C'est une zone humide. Et les zones humides sont beaucoup plus favorablement perçues, et il n'y a pas ce discours négatif tel qu'on peut le voir dans nos sociétés. D'accord, ok, super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois une question, Blandine Latour. Allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Alors moi, je me posais la question de est-ce que la vision négative qu'ils avaient à l'époque des zones humides, c'est pas parce que nous, aujourd'hui, on a trouvé surtout les raisons pour lesquelles on veut protéger les zones humides, souvent, c'est qu'on donne les usages et les services qu'elles nous rendent. Sauf qu'à l'époque, est-ce qu'ils avaient aussi besoin de ces services? Par exemple, quand on dit que les zones humides, elles servent à épancher les crues, c'est parce que nous, on a énormément de béton partout, le sol est beaucoup moins perméable et donc l'eau, elle cause des inondations plus facilement. Et est-ce qu'à l'époque, quand ils avaient beaucoup moins de villes et de béton partout, est-ce qu'il n'y avait pas moins besoin d'épancher les crues, ou alors quand on dit aussi que les zones humides, elles servent à l'épuration de l'eau, parce qu'ils avaient vachement moins de saloperies dans leurs cours d'eau à l'époque. Et donc, est-ce que cette vision, elle n'était pas aussi parce qu'ils avaient moins d'hygiène, donc plus de maladies à cause des moustiques et tout ça? Donc, est-ce que toutes ces raisons, elles ne sont pas un peu mélangées pour donner les deux visions complètement différentes qu'on a aujourd'hui des zones humides? Oui, bien sûr, vous avez pleinement raison. C'est un petit peu facile de notre part aujourd'hui que de dire que les scientifiques étaient aveuglés ou endoctrinés, comme le disait l'autre auditeur tout à l'heure. Vous avez aussi raison en disant que la grande crainte du 19e siècle, ce sont les maladies non maîtrisées, et c'est le fait de nourrir la population. Et que comme le support de l'agriculture était essentiellement autour du pain, le cum pagnum, le compagnon, concrètement, les gens mangeaient du pain à tous les repas. Donc, on a quand même une alimentation du 19e siècle qui est construite sur les céréales, et les zones humides ne peuvent devenir des terres céréalières que si elles sont asséchées. Donc,
y a des raisons qui sont objectives. Hein, vous avez 1000 fois raison. Mais par-delà ces raisons objectives, ce qui est très étonnant de la part des scientifiques, hein, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que quand on reprend leurs travaux, leur carnet, alors même que, par exemple, quelqu'un comme Geoffroy Saint-Hilaire, hein, qui a créé la SNPN, la Société nationale de protection de la nature, qui s'appelait pas exactement comme ça à l'époque, hein, mais il y a une volonté de protéger la nature, et alors même qu'ils ont dans leur grimoire les preuves que la nature des zones humides est extraordinaire et qu'elle est menacée, ben cette urgence, ce mode de pensée de l'époque, hein, qui est leur prêter de mauvaises valeurs et vouloir les assécher pour la population domine. Hein, donc, vous voyez, mon propos, c'est pas d'incriminer, c'est pas de dire, mais mon Dieu, qu'ils étaient nigauds, ces savants du 19e siècle. C'est plutôt en interrogeant ça, à rebours, de nous dire, mais nous, finalement, quand on brandit des arguments scientifiques qui, vous savez, ça clôt le bec à tout le monde, en disant les scientifiques, ils ont raison, les sciences dures, tant d'espèces protégées, etc. Mais ils ont aussi un imaginaire, les scientifiques, et c'est aussi les femmes et les hommes de leur temps. Et voilà, on est dans deux systèmes de représentation qui créent à un siècle ou un siècle et demi d'écart deux modes de perception des milieux et donc deux postures pour protéger la nature. Alors que, d'une certaine manière, scientifiquement, les arguments sont les mêmes, hein, hier et aujourd'hui. D'accord. Merci Bertrand. Alors, du coup... On a une autre question sur le tweetback. Une personne qui dit qu'elle demande en gros si... pourquoi on ne comprend pas dans la nature dite naturelle l'action de l'homme? Pourquoi on ne comprend pas? Si, maintenant on comprend, en particulier tous les travaux, si je m'appuie sur les travaux des écologues, hein, je pense à Blandin en particulier, ou bien un petit peu avant à Lamotte avec sa notion d'éco-complexe. Aujourd'hui, dans la perception qu'on a de la nature, hein, et quand je dis on, c'est les écologues, hein, moi je suis géographe, je suis biogéographe de formation, hein, donc c'est-à-dire que je suis plutôt dans les sciences molles pour mes collègues scientifiques. Hein, mais aujourd'hui, l'écologie contemporaine a mis fin, enfin, je veux dire, ne considère plus, enfin, considère que l'homme fait partie de l'écosystème. Hein, et d'ailleurs, a beaucoup intégré ces dimensions historiques, etc. Mais c'est des choses qui sont relativement récentes. Hein. On est vraiment dans la recherche contemporaine en écologie qui a moins d'une dizaine d'années, dans lequel on ne réfléchit plus en disant il y a une nature naturelle d'un côté et il y a une nature qui a été plus ou moins modifiée par l'homme de l'autre. Et le fait de considérer qu'on est dans des milieux qui ont été façonnés par l'homme, c'est quelque chose qui est très récent. Et pour aller un tout petit peu plus loin, la recherche très contemporaine en écologie parle de milieux qui sont hybrides. Vous savez, c'est une idée qui a été défendue par le philosophe Bruno Latour. Et qu'est-ce que c'est qu'un milieu hybride? Oui, c'est un milieu dans lequel il serait inutile de rechercher un gradient de naturalité entre une nature vierge d'un côté et une nature totalement artificielle de l'autre, comme un parking. Et on essaierait de mettre un curseur, quand on est dans un milieu naturel, entre le très très naturel et le très artificiel. Et aujourd'hui, ce que nous dit la recherche contemporaine en écologie, c'est qu'il y a des milieux qui sont hybrides, mi-naturels, mi-hommes, qui ont leur propre logique et qu'on ne peut plus mettre dans un gradient de naturalité. Du coup, Bertrand, je voulais rajouter, du coup, on parle plus maintenant le terme de socio-écosystème, c'est-à-dire qu'il prend en compte... C'est bien ça, non? Qui prend en compte... Oui, c'est ça, de socio-écosystème, d'éco-complexe. Il y a une terminologie qui est en train de se mettre en place, mais c'est exactement ça, Gwenelle. On parle... On n'est plus, chez les écologues, la recherche en écologie aujourd'hui, n'est plus dans une espèce de dramatisation des rapports entre l'homme et la nature, et dans lequel il y aurait la nature d'un côté
et on essaierait d'aller dans une nature vierge, peu touchée par l'homme pour comprendre comment fonctionne la nature, et ou de l'autre côté, l'homme ne ferait que perturber cette nature. On est aujourd'hui dans une perception où on sait qu'il y a des milieux, je veux dire, il y a des milieux qui prenez cet exemple des tourbières du néolithique, hein. On sait aujourd'hui que l'homme était là avant l'apparition de la tourbière et que la tourbière, elle est apparue grâce aux hommes du néolithique et qu'elle est toujours là. Hein, donc c'est vain de chercher une nature d'avant l'homme. Oui. Okay. Vous avez un autre exemple qui est célèbre. Hein. Il y avait sur le plateau du Limousin, il y avait beaucoup de mines d'or qui ont été faites par les Gallo-Romains, 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ. Et ces mines d'or, ça faisait des espèces de grosses mares. Et quand elles ont abandonné, aujourd'hui, ce sont des tourbières. Hein, donc, vous avez des tourbières extraordinaires, en plus très rigolotes, parce que c'est des grosses martises, hein, ces espèces de gros ronds, quand on les voit en photographie aérienne, hein, on a l'impression de voir des grandes roues de vélo hein, qui sont autour. Mais ces tourbières qui sont extraordinaires, hein, elles ont été créées parce que les Gaulois avaient soif d'or, et dans le cadre d'un grand commerce de l'or qui allait du Moyen-Orient jusqu'au nord de l'Europe. Hein, et quand on regarde de près l'écologie de la tourbière, il faut savoir comment, par quelle technique elles étaient extraites, pourquoi il y a cette profondeur, pourquoi on a attaqué à tel endroit. Et toute l'écologie, tout l'écosystème tourbière aujourd'hui est totalement dépendant des techniques aurifères qui ont été mises en place par les Gaulois au 1er siècle après Jésus-Christ. D'accord. Super. Alors du coup, je pense qu'on n'a plus d'autres questions, Bertrand. Voilà, petit Rémi Schalk. Oui, j'avais une question. Donc finalement, en fait, moi j'avais compris que vous aviez dit que finalement, sous l'intuition religieuse, il y a beaucoup de, les zones humides étaient vraiment avaient ce regard négatif envers les zones humides. Mais finalement, moi je croyais que finalement, il y a beaucoup de zones qui ont été créées par justement ces contraintes religieuses qui étaient de ne pas manger de la viande un jour par semaine. Et donc, du coup, comment elle s'est fait cette perception-là? Est-ce qu'ils se sont dit on va créer des zones humides, des étangs pour élever des poissons? Et au 19e siècle, on s'est dit en fait, c'est pas trop bien, donc du coup, on rebouche tout. Ou comment est-ce que ça s'est opéré dans le temps? C'est très ambivalent le rapport que l'Église, et là l'Église catholique principalement, a avec... vous m'entendez toujours là? Oui, on t'entend, Bertrand. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un retour de son qui était un peu étrange. C'est très ambivalent parce que d'abord l'Église catholique, elle a une histoire. Hein, donc voilà, on ne peut pas dire... un peu comme les milieux naturels, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'elle a toujours pensé la même chose. Aujourd'hui, vous savez, notre pape, François, hein, c'est le plus acharné, il est contre la mondialisation. Il s'appelle François parce qu'il a choisi Saint François d'Assise, et Saint François d'Assise qui est le protecteur, qui est le saint de l'écologie et des écologues. Hein, et donc, il a un engagement dans sa dernière encyclique, hein, Laudato Si, il a un engagement extrêmement fort pour la protection de la nature. Hein, donc, lui, il le fait au nom de la protection de la création avec un grand C, et en particulier, c'est un défenseur des zones humides. Hein, donc, voilà, si vous voulez, le discours contemporain de l'Église est plutôt en faveur des zones humides, alors qu'au XIXe siècle, on a vu qu'il était plutôt contre. Donc, vous voyez déjà une histoire qui n'est pas linéaire. Hein, il faudrait recontextualiser à chaque fois pour un petit peu comprendre. Et là où je disais que c'était ambivalent, c'est que par exemple, si on suit les cisterciens, les cisterciens, donc vous savez que c'est cet ordre hein, qui veut échapper à la richesse qui était au pouvoir politique, qui était celle de l'ordre des Clunisiens au Xe siècle. Donc, ils vont créer autour de Cîteaux 400 abbayes cisterciennes en Europe, et sur les 400, il y en a plus de la moitié qui sont vraiment dans des zones humides, hein, dans des coins totalement paumés, parce qu'ils recherchaient
la méditation, la simplicité, et qui étaient plus facilement trouvés loin des lieux, loin de la ville, dans des déserts, avec l'appellation non pas de sèche, mais de milieu sans hommes. Et donc, vous voyez, la zone humide là, ont été privilégiés. Mais dès que les cisterciens arrivaient, les cisterciens sont les grands dessicateurs médiévaux, parce qu'ils vont assécher les marais et les transformer dans une série de rivières, d'étangs et de canaux. C'est-à-dire qu'ils se sont toujours implantés dans les zones humides, et vous avez raison de dire qu'ils ont des liens particuliers par rapport à ces zones humides, mais ils privilégient plutôt un peu les eaux courantes et les étangs au détriment des tourbières ou des marais. Donc il y a, au moins dans cette épopée cistercienne, il y avait les bonnes zones humides, celles qui fournissaient à manger, et plutôt les eaux, vous voyez, des étangs et des canaux, et les mauvaises zones humides, qui étaient plutôt les miasmes et les marais. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Alors, sur le chat, il n'y a plus de questions. Je vois Laetitia Vibert. Ah oui. C'est à vous. Tu peux allumer ton micro si tu veux. Pardon, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Désolée. C'est pas du tout, c'est pas une question, c'est plus une remarque pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant. C'est un aspect qui est relativement bien expliqué dans un livre écrit par Callum Roberts qui s'appelle The Unnatural History of the Sea. C'est un bouquin qui n'a pas été traduit en français, mais bon, bref, sans trop m'attarder, il y a tout un chapitre qui est consacré à la pisciculture, et ce type explique que la pisciculture est née en France, et justement sous cette entre guillemets injonction de l'Église à manger du poisson un jour par semaine, les poissons des rivières avaient déjà pas mal disparu par la surpêche dans les rivières, l'érosion des sols, tout ça. Et du coup, en France, on a commencé à créer énormément de bassins et d'étangs de pisciculture, et ça, bref, ça a créé pas mal de dégâts écologiques, mais bref, ça m'a juste fait penser, et c'est un bouquin que je recommande à beaucoup de personnes qui s'intéressent, si c'est un sujet qui vous intéresse. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça serait bien que vous mettiez la référence précise dans le chat, peut-être. Et dans le chat, comme ça on le partage, etc., histoire que tout le monde en profite. Voilà. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de cette belle remarque. Ok, parfait. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser une question ou faire une remarque? Je n'ai pas l'impression. Du coup, je pense qu'on va conclure, Bertrand, si ça te va. Voilà, écoutez, merci à tous de votre attention, de vos questions. C'était avec un grand plaisir que j'ai partagé ce moment avec vous. Et merci aux organisatrices, Marianne et Gwen, pour cette belle idée d'organiser dans le cadre des Journées Ramsar cette conférence au format un peu étrange. Après, il n'y a pas que nous, du coup, c'est l'association. C'est toute une promo. Voilà, toute l'association, et c'est vous que j'avais eu en amont. Donc, vous remercierez en mon nom toutes celles et ceux qui ont contribué à cette merci beaucoup, en tout cas, à tout le monde d'avoir été présent, du coup. Juste pour vous tenir informé que, du coup, la vidéo, l'enregistrement de la conférence sera en ligne sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez retrouver la présentation de Bertrand Sager-Loli et du groupe d'histoire des zones humides, du coup. Et puis, j'en profite pour vous parler de la conférence demain qui sera proposée par Martin Bonhomme sur la qualité des milieux et l'invasion biologique. Et puis, qu'il y en aura d'autres dans la semaine. Et voilà, n'hésitez pas à jouer au quiz qui est sorti à 18h sur les types des zones humides aujourd'hui. Et puis, on vous remercie à tous d'avoir été présents et on vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée à tous, au revoir. Merci, au revoir.